Alors à mon tour de vous accueillir, Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis 7h30. Malgré vos efforts, et on les a entendus encore tout à l'heure, vous cumulez aujourd'hui les handicaps. Record d'impopularité, absence de majorité, hostilité de la CGT et de forces ouvrières qui sont en train de bloquer le pays, mécontentement et revendications en tout genre. Comment présider la France encore un an, seul contre tous ? En vous écoutant, je me demande même si je pourrais poursuivre. Le pays est-il bloqué ? Pas le sentiment, même aujourd'hui, qu'il y a un mouvement, mais qu'il met en péril les moyens de circuler. L'impopularité, elle est liée à l'exercice du pouvoir. Difficulté d'une majorité. Mais écoutez, franchement, moi j'ai depuis 4 ans pris toutes les décisions avec les gouvernements auxquels j'ai fait confiance, et toutes ces décisions ont été adoptées par le Parlement. Alors, essayons d'éviter cette noirceur habituelle. C'est pas en laissant penser au pays. On ne l'invente pas. Non, mais c'est pas en laissant penser au pays que tout va mal qu'on arrive à lui donner confiance. Donc moi, j'ai un rôle différent du vôtre, heureusement, c'est de dire, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons changer, mais arrêtez s'il vous plaît, de vous complaire dans une espèce d'attitude qui consisterait que le pays est bloqué, qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre le prochain scrutin. Non, il faut agir et je continuerai à agir. Donc ça ne sera pas une année perdue. Mais ça sera une année gagnée pour les Français, parce que cette loi, puisqu'elle est en discussion au Parlement, cette loi est en débat, y compris dans la rue, cette loi, elle va passer. Elle va passer. Vous ne céderez pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été discutée, elle a été concertée, elle a été corrigée, elle a été amendée. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements. Je ne vais pas prendre la liste, y compris de ceux qui font quelques critiques en ce moment. Il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter. Est-ce que vous savez où vous conduisez les Français ? Oui ? Où ? Je les conduis vers une forme de social-démocratie à la française, où il sera possible que l'État ait toute sa place et où les partenaires pourront jouer tout leur rôle. C'est la première fois que François Hollande définit en quelque sorte le hollandisme. Je ne sais pas si c'était ma mission première que de définir ce que je suis et ce que je veux faire. Je vous dis, il est très important que dans notre pays, et la loi El Khomri va y contribuer, les partenaires, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats, puissent au niveau de l'entreprise déterminer leur propre avenir dans le respect de la loi. Au-delà. Il est très important qu'on puisse donner aux acteurs, notamment à ceux qui veulent prendre plus de place dans la démocratie, que ce soit les élus, que ce soit les citoyens, qu'on puisse élargir la participation. Monsieur le Président de la République, en plein état d'urgence, avec 32 000 soldats aujourd'hui mobilisés contre le terrorisme, la violence se déploie. Vous avez noté, à Nantes, à Rennes, de Paris, monte une sorte d'interpellation. Les engagés ou les enragés démolisseurs, ça suffit. Est-ce que vous entendez ce mouvement ? Ça suffit. La France, c'est un pays de liberté. Vous avez sans doute lu un certain nombre d'éditoriaux, la presse, etc. Je lis tout et voilà, ça suffit. et je vous entends. Donc, la France est un pays de liberté. En France, on peut même dans un contexte qui est particulièrement lourd, avec l'état d'urgence, avec les tragédies qui se sont produites l'année dernière, on peut manifester, on peut occuper des places. Ça fait partie de la liberté. Et moi, je respecte ceux qui, eux-mêmes, sont sincères et qui veulent faire entendre leur voix. Attendez une seconde. On n'en est pas là. Il se glisse parmi ces manifestants des casseurs, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire des individus qui ne viennent pas pour contester une loi, même pas pour contester la société, mais pour briser des magasins, briser des devantures, briser du mobilier urbain. Eh bien, ça suffit et ça ne pourra pas rester sans réponse. Ça on l'a souvent dit, c'est intolérable, inacceptable. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau des actes et des sanctions? Déjà, il y a eu plus d'1 millier d'interpellations. 1 millier. Il y a eu déjà 60 condamnations. Là, il y a un individu, hélas jeune, qui est mis en examen pour meurtre, ou tentative de meurtre plus exactement, à l'égard d'un policier. Vous savez combien il y a de policiers qui ont été blessés ? 350 policiers qui ont été blessés depuis le début du mouvement. Il y a aussi effectivement eu des graves incidents qui ont pu toucher des jeunes qui n'avaient peut-être rien à voir avec ces casseurs. Donc nous devons faire très attention
très attention. Parce que c'est ma responsabilité de président de la République. Moi, je ne peux pas accepter qu'un jeune puisse perdre un œil. Et demain, c'est déjà arrivé il y a quelques mois, un jeune puisse être victime d'un accident meurtrier. Donc je demande avec Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, à faire très attention. Et en même temps, ça ne sera pas accepté. Et donc, toutes les consignes ont été données. Interpellation, interdiction de manifester pour un certain nombre d'individus. C'est le cas en ce moment. C'est le cas en ce moment. Et pour chaque manifestation, ça se reproduira sans doute. Et aussi, s'il y a des étrangers, car il y a aussi des étrangers, puisque c'est un mouvement qui vient des zadistes et quelquefois qui peut comporter des personnes qui sont étrangères, européennes le plus souvent, il y aura des reconduites à la frontière pour ces individus. Mais ce qui est très important, c'est que les Français sachent bien que les consignes qui ont été données sont maîtrisées. Il ne s'agit pas de faire une répression qui se retournerait, qui serait rapidement regardée comme une provocation. Il s'agit de faire que les manifestants qui veulent manifester puissent le faire pacifiquement, mais que les casseurs puissent, si je puis dire, avoir la sanction qui relève de leur fait. Je vais prendre juste ce mot. Manifester, c'est un droit. Casser, c'est un délit. Et donc, ça sera puni. François Hollande, 25 députés PS, dont 4 de vos anciens ministres, ont signé récemment une motion de censure pour renverser le gouvernement Valls. Comment vous acceptez que, sans se cacher, il s'organise pour votre prochaine défaite ? Moi, j'ai été élu en 2012, mai 2012. Les députés du Parti socialiste, des radicaux de gauche, certains écologistes, qui ont été élus ensuite, l'ont été au nom de la politique que j'avais proposée pour le pays. La plupart ont suivi et ont été parfaitement conformes aux engagements que j'avais pris et au soutien de ma politique. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, une vingtaine, 25, qui, depuis le début, se mettent de côté, pas sur tous les textes. Vous êtes trop indulgent à leur égard, non ? Je ne suis pas chef de parti, je suis chef de l'État. Moi, ce que je veux, c'est que les textes que propose le gouvernement, dès lors qu'ils ont été discutés, concertés et amendés, puissent passer. Et d'ailleurs, je vous fais cette remarque, tous les textes depuis 2012 sont passés. Le seul qui n'est pas passé, ce n'est pas dû à la majorité, c'est celui sur la révision constitutionnelle, sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. C'est la droite qui s'y est opposée. Vous avez entendu sans doute Arnaud Montebourg qui en appelle aux Français pour un projet alternatif en 2017. Est-ce qu'il y a une alternative de gauche à ce que vous représentez ? Il y a une alternative de droite. On la voit. Écoutez, se multiplient les déclarations. On y viendra, mais vous voulez dire qu'il n'y en a pas à gauche ? Il y a une alternative de droite qui existe. Et si si la gauche n'est pas reconduite, ça sera la droite qui l'emportera, ou l'extrême droite. C'est un avertissement à la gauche qui ne l'a pas compris. Il n'y a pas d'alternative de gauche au sens où il n'y a pas un mouvement qui aujourd'hui puisse accéder au second tour de l'élection présidentielle et puisse, sans avoir notre appui, conduire les destinées de la France. Donc le dire, c'est de donner un mauvais coup à son camp. Il peut y avoir des propositions de gauche, il peut y avoir des idées de gauche. Des ambitions de gauche. Des ambitions, mais oui. Heureusement. Mais il n'y a pas d'alternative en dehors de la ligne que je représente. Au-delà du gouvernement qui est aujourd'hui en place, il n'y a pas d'alternative à gauche. Il n'y a pas d'alternative au pouvoir. Il peut toujours y avoir une espérance d'une autre gauche. Je l'admets et je le comprends parfaitement, mais il n'y a pas de possibilité. Aujourd'hui, s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas, je vous rassure, mais si il devait y avoir une dissolution, ça ne serait pas... Pourquoi vous dites ça me rassure ? Non, mais je ne sais pas. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas la rue qui doit gagner, peut-être les urnes. Envoyer les gens devant les urnes, les électeurs. Elles sont ouvertes pour l'année prochaine. Mais si une dissolution intervenait là, parce que vous parliez de motion de censure, si la motion de censure était passée, ce ne serait pas pour installer un gouvernement plus à gauche. Est-ce que vous imaginez, vous pouvez être candidat à la primaire des gauches ou de gauche ? Non, mais là, vous me parlez de sujet. Oui, d'accord. Moi, je vous parle en tant que président. Je vous parle vous pas me en tant que répondez candidat. non, oui, et puis c'est tout. Parce qu'il y en a qui imaginent que le président sortant pourrait, etc. Je vous répondrai comme je l'ai fait à vos confrères et à vos consoeurs. Attendez, j'exprimerai ma position à la fin de l'année. Soyez patients et vous verrez sous quelle forme. Ça pourrait être possible, vous voulez dire ? Je vous ai répondu. Non. Est-ce qu'il y a deux gauches aujourd'hui ? Vous m'avez déjà posé la question. Non, mais je vous la repose. Est-ce qu'il y a une gauche qui gouverne et il y a une gauche qui est contestataire et qui vit avec la mythologie de la Révolution ? Mais il y a toujours eu une gauche qui voulait gouverner et une autre qui ne le voulait pas. Et c'est l'histoire de France.
Sauf que si on veut que la gauche puisse prendre des décisions, si on veut que la gauche puisse être utile au pays, si on veut que la gauche puisse ouvrir des progrès, et il y en a eu depuis 4 ans, et il y en aura encore jusqu'à la fin de ce mandat, il faut que cette gauche puisse se rassembler et se retrouver aux responsabilités du pays. Ça n'enlève rien à celle qui veut contester, mais lorsque la gauche ne veut que contester, c'est la droite qui est au pouvoir. Vous avez parlé de la droite, les ténors de la droite, Alain Juppé dans Challenge et Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans Le Monde, vous reprochent ou vous accusent de mensonges ou d'omissions. Vous n'avez pas été élu, disent-ils, pour mener les réformes et la politique que vous conduisez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas annoncé avant 2012. Est-ce que votre légitimité est indexée ou bloquée sur votre projet de 2012 ? La plupart des engagements que j'avais pris en 2012 sont déjà effectifs ou vont l'être d'ici la fin de mon mandat. Mais c'est vrai, je vais vous faire cette confidence, qui n'est pas une confession, mais la société française, le monde n'est déjà plus le même qu'en 2012. Et si je m'étais figé en disant, écoutez, c'est tout ce que j'avais dit, rien que ce que j'avais dit, et je ne vais rien faire de plus, et même si les entreprises peuvent connaître des difficultés, et même si les salariés peuvent avoir des problèmes d'emploi, je ne bougerai pas. Eh bien non. Moi, ma conception de la politique, c'est d'être capable de prendre des engagements et de les tenir, et c'est d'être aussi en mouvement, en perpétuel mouvement, pour que le pays aille mieux. C'est-à-dire que vous réclamez le droit pour un chef d'État, quel qu'il soit d'ailleurs, d'innover, d'anticiper, de s'adapter. Mais heureusement que les Français ne confient pas simplement un bilan notarié au chef de l'État qu'ils viennent d'élire en disant « ça sera ça et rien que ça ». Et alors je suis très surpris qu'un ancien président de la République, d'ancien Premier ministre, puisse dire « écoutez, il n'avait pas tout dit, a-t-il même la légitimité de tout faire ?» Oui, mon rôle, mon devoir, c'est d'agir, c'est de bouger. Et je vais prendre un autre exemple sur le plan international. La crise des réfugiés, c'était prévu ? C'était prévu dans le programme qu'on allait avoir en Syrie des millions de gens qui allaient être déplacés ? La guerre au Mali, c'était prévu ? C'était inscrit ? Et puis, ce qui s'est passé en Centrafrique, j'en reviens, avec des religions qui se faisaient la guerre, c'était prévu. Et puis, le fait qu'il y ait eu du terrorisme, il y en avait déjà eu. À ce point, on pensait qu'il était possible qu'il y ait des actes terroristes de cette gravité et qu'il ne fallait rien réagir. Et quand j'ai pris les dispositions que j'ai prises, au lendemain des attentats du mois de janvier ou du mois de novembre, je ne me suis pas référé à un programme, je ne me suis pas dit, voilà, c'est marqué dans le programme, et vous voulez dire que vous continuerez, qu'il n'y a aucune raison d'arrêter. Mais c'est le rôle du président de la République d'être toujours en capacité d'anticipation, pas simplement de réaction, d'anticipation, de prévision, de vision. Est-ce que vous avez déjà lu les projets de messieurs Juppé, Le Maire, Fillon et bientôt Sarkozy ? Oui, je lis ce que les uns et les autres proposent, c'est d'ailleurs cela une démocratie. Et ce que je vois, c'est qu'ils disent à peu près tous la même chose. C'est toujours les mêmes chiffres. Allez, 100 milliards d'économies pour le prochain quinquennat. Alors même que, je rappelle que de 2007 à 2012, il y avait 600 milliards de dettes de plus. C'est ça que j'ai reçu en héritage. Après, ils nous disent qu'il faut supprimer 350 000 fonctionnaires. En 5 ans. En 5 ans. Alors même qu'ils nous disent, mais il ne faut pas toucher à la police, à la justice, à l'armée, et peut-être même certains à l'éducation. C'est-à-dire vous leur dites que vous n'appliquerez pas vos projets. Mais je leur dis, écoutez, étant donné le pays que vous ressentez vous-même. Mais d'abord, nous avons besoin d'un État fort, d'un État qui puisse être respecté, et d'avoir une police, j'en ai parlé, qui a été visée par les attentats, d'une police qui est aujourd'hui agressée alors qu'elle ne devrait pas l'être, qu'elle nous protège. On a besoin d'une armée. Vous croyez que c'était là aussi... Donc ils ne feront pas ce qu'ils promettent que d'avoir cette révision de la loi de programmation militaire. Bon, alors non, ils peuvent le faire, mais ils peuvent le faire. Je crois toujours que les hommes politiques ou les femmes politiques sont sincères. Le risque, c'est qu'ils le fassent. C'est qu'ils détruisent ce que nous avons fait, c'est qu'ils mettent en cause les fondements même de notre État. Le risque, c'est qu'ils, comme il a été proposé, ils suppriment l'impôt sur la fortune. Ils suppriment l'impôt sur les plus favorisés, ils mettent les revenus du capital imposés moins que les revenus du travail, et en plus, ils vont créer, tous le demandent, une augmentation de la TVA. Mais enfin, franchement, au moment où l'économie reprend, dire aux Français, on va baisser l'impôt des plus favorisés, et on va augmenter l'impôt de tous avec la TVA pour qu'il y ait moins de consommation, moins d'investissement et moins de capacité d'emploi. Alors je dis franchement, on verra, nous ne sommes pas encore dans cette comparaison, mais franchement, lisez-les. Je vais faire même de la promotion. Lisez ce qui est très intéressant là, de vous écouter.
Parce que vous êtes déjà en campagne? Non, je suis président de la République. Si vous m'interrogez, c'est bien le moins que je puisse dire. Voilà la politique que je mène. Mais il y en a une autre. Vous m'avez dit, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, il y a une alternative. C'est celle-là. Avec le Front National, non. Et l'extrême droite, alors, quand on... permettez, je ne vais pas... Elle est en train de monter, l'extrême droite, dans tous les pays, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, partout, peut-être même aux États-Unis. L'extrême droite, elle n'a pas besoin d'écrire de livres. Elle n'a pas besoin de prendre la parole. Elle n'a pas besoin de battre les estrades. L'extrême droite, il suffit qu'elle laisse les autres faire et qu'elle crée la peur. Et donc moi, mon rôle, comme président de la République, je ne vous parle pas du reste, c'est que les Français ne puissent pas avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur d'eux-mêmes. Parce que c'est un grand pays, parce que c'est un pays qui est respecté. Une dernière remarque là-dessus. Non, c'est très important. Quand les gens ont peur, ils se réfugient. C'est ce qui se passe en Autriche. C'est ce qui s'est passé dans les pays scandinaves. Et vous ne voulez pas le vivre ici. C'est ce qui se passe en Hongrie. Les Français non plus, d'ailleurs. Et en Hongrie, en Pologne. J'ai vu qu'un ancien président de la République trouvait que c'était formidable ce qui se passait en Hongrie, en Pologne. Eh bien non, moi, j'ai pas envie. Dernière remarque là-dessus. Les leaders de droite sont convaincus que l'heure de l'alternance a sonné. Est-ce que vous aurez le temps encore en un an de leur donner tort? Ce que je vais faire pendant l'année qui m'est encore confiée par les Français, puisque le quinquennat c'est 5 ans, il faut quand même le répéter, nous sommes qu'à 4 ans, je vais poursuivre, je vais même amplifier et je ne laisserai rien qui puisse être renvoyé à mes successeurs. On l'a compris. Quelques questions de politique étrangère. Émotion chez les chrétiens, les juifs et en Israël. À l'UNESCO, une résolution récurrente bafoue les 3 religions monothéistes. Elle fait de Jérusalem un lieu exclusivement lié à l'islam. La France ne vote jamais. Pourquoi cette fois-ci l'a-t-elle voté et qui l'a décidé? Non, ce n'est pas vrai. La France vote régulièrement. C'est une résolution sur le patrimoine des lieux saints et sur le fait que justement ce patrimoine est propriété commune partagée par les 3 religions. Là, il y a eu un amendement fâcheux, je le dis, fâcheux. C'est une faute, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Il y a eu un amendement qui a brouillé ce texte et donc je prends l'engagement, puisqu'il y aura une nouvelle résolution au mois d'octobre, je serai extrêmement vigilant et je le regarderai personnellement. Il n'est pas possible que les lieux saints puissent être mis en cause ou en doute quant à l'appartenance aux 3 religions. Pour le président de la République ce matin, cette résolution votée est nulle et non avenue. Elle sera refaite au mois d'octobre. Jean-Marc Ayrault rentre d'Israël, Manuel Valls va s'y rendre samedi. La France a proposé pour le 30 mai à Paris une conférence d'une vingtaine de pays pour relancer les discussions de paix entre Israéliens et Palestiniens, mais ni les uns ni les autres ne seront là. Où est la cohérence? Non, John Kerry ne peut pas venir le 30 mai. Donc elle est retardée. Elle est retardée, elle aura lieu. Mais quand? À l'automne? Non, elle aura lieu dans l'été. Retardée. Elle est nécessaire, cette initiative. Parce que s'il ne se passe rien, si la France ne prend pas une initiative forte, qu'est-ce qui va se passer? La colonisation, les attaques terroristes, un certain nombre de conflits qui vont se poursuivre, les Palestiniens qui vont aller vers le Conseil de sécurité. Mais pourquoi pas les encourager, sous la protection internationale, à discuter directement eux-mêmes? Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'ils discutent. Mais ils ne le veulent pas pour le moment. Alors pour le moment, comme ils ne le veulent pas, nous allons créer avec l'ensemble des acteurs, les grands pays et les pays voisins, les paramètres qui permettront à ce que Israéliens et Palestiniens se retrouvent à la table de négociation. À l'initiative de la chancelière Merkel, l'Union européenne a passé un accord avec la Turquie, qui, la Turquie, doit s'occuper des migrants qui arrivent en Grèce, moyennant 6 milliards d'euros par an, on le sait. Non, pas par an. 6 milliards. 3 milliards pendant les 3 prochaines années, 3 milliards ensuite. Bon, et des visas pour les Turcs, à condition que le président turc Erdogan modifie ses lois contre le terrorisme. Il refuse. Est-ce qu'il faut céder à la Turquie et au président turc? Moi, écoutez, j'étais au Conseil européen et j'ai travaillé avec Mme Merkel pour qu'il y ait un accord avec la Turquie. Donc je ne vais pas aujourd'hui me désengager. Pourquoi il fallait un accord avec la Turquie? La Turquie, c'est un pays voisin de l'Europe, où il y a 2 500 000 réfugiés, qui, pour certains d'entre eux, traversaient au péril de leur vie pour aller jusqu'en Grèce, ce qui a créé l'afflux que l'on sait. Nous n'étions pas les premiers concernés. C'était l'Allemagne, l'Autriche, la Suède qui l'étaient davantage. Mais j'ai considéré que ce n'aurait pas été loyal à l'égard de Mme Merkel, ce n'aurait pas été européen que ne pas avoir un accord avec la Turquie. Cet accord, il est exigeant. Les milliards dont vous parlez ne peuvent être versés que si les conditions sont respectées. Et les visas ne pourront pas être attribués pour les Turcs si 72 critères ne sont pas eux-mêmes respectés. Alors, je ne suis pas d'accord avec les décisions que prend M. Erdogan,
Mais il y a un accord qui a été passé avec la Turquie. Cet accord doit être pleinement exécuté. Donc c'est le soutien. Non, c'est pas Non, juste non, soutien. non, pas Il y a le des soutien, conditions qui ont été non, posées. Toutes ces conditions doivent être respectées. Vous êtes dans un tel état de fougue que vous ne Non, laissez même pas finir mes questions. J'ai dit allez-y. c'est un soutien. J'ai dit c'est une alliance Merkel-Hollande qui se maintient dans ce cas-là de la Turquie. Mais d'abord, nous veillons avec Mme Merkel à être sur les mêmes positions quand elles sont justes. Et là, c'est un accord qui est juste, Alors, puisqu'il va permettre à la Turquie de garder les réfugiés, plutôt qu'ils ne viennent jusqu'ici, donc de faire un effort pour que ces réfugiés puissent être dignement reçus et accompagnés. Et ça va aussi permettre à ce que ceux qui peuvent relever du droit d'asile puissent venir en Europe. Et la France a pris sa part dans la répartition Monsieur le de Président ces de la réfugiés. République, le 29 mai, vous serez à Verdun, justement avec la chancelière Merkel. Qu'est-ce que vous allez faire comme geste, comme initiative qu'il faut attendre de la France et de l'Allemagne pour elle-même, pour l'Europe qui est mal en point? Oui. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Verdun, c'est pour un homme comme je suis, un souvenir, je ne l'ai pas, que m'ont transmis mes deux grands-pères. Donc c'est quelque chose de très fort dans la mémoire collective, pour les Français, pour les Allemands. Ça a été un champ de bataille. Que ferez-vous? Ça a été un champ de bataille extrêmement meurtrier. Donc il était très important qu'après Helmut Kohl et François Mitterrand, nous retrouvions la chancelière Merkel et moi-même à Verdun. Mais là, l'enjeu n'est plus le même. Quand François Mitterrand et Helmut Kohl se retrouvent, c'est l'idée d'une Europe qui va s'élargir, qui va s'ouvrir. Là, c'est le risque d'une Europe qui va se replier, qui va se renfermer. Et donc, l'initiative que nous pourrions prendre, Mme Merkel et moi-même, c'est, avant même que les Britanniques aient pris eux-mêmes leur décision, de réfléchir à ce que peut être l'Europe de demain, et la France et l'Allemagne devront faire des propositions. Il y aura des propositions après le choix des Britanniques, mais qui devront être préparées avant pour que nous puissions ouvrir de nouveaux projets pour l'Europe. Pour commémorer les 100 ans de la sanglante bataille de Verdun dont vous venez de parler, le maire socialiste de Verdun avait invité pour un concert Black M, petit-fils d'un soldat sénégalais. Cette invitation a provoqué un tollé, en particulier du Front National, sur les réseaux sociaux, etc. Le maire a annulé le concert. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que éventuellement vous pourriez aider à ce qu'il y ait ce concert? Ou alors il faut passer à autre chose? Le maire avait pris cette initiative qui était après la cérémonie, pour que des jeunes puissent avoir un moment festif une fois que nous ayons fait les célébrations avec Mme Merkel. Bon, il a subi des pressions mais inouïes, de violence, de haine, parce que c'était Black M qui avait été choisi. Et ne voulant pas créer d'incidents, voulant sans doute préserver l'ordre public, il y a renoncé. Moi, ce que je peux lui dire, c'est que c'est sa seule décision, puisque l'État n'avait pas à en connaître, mais c'est sa seule décision. Et que je comprends que des jeunes puissent aussi être associés, que Black M puisse, alors qu'il est lui-même d'origine guinéenne et qu'il rappelait que son grand-père avait été tirailleur sénégalais. Si le maire voulait, c'est à lui d'en décider, eh bien l'État mettrait les moyens pour sécuriser le concert. Et de toute façon, les subventions qui avaient été promises pour ce spectacle ou pour d'autres seraient de toute façon maintenues. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la génération Hollande et vous avez cité le frondeur du gouvernement, Emmanuel Macron. Et vous avez dit « Travail à Bercy, j'ai confiance ». Mais est-ce qu'il vous a assuré qu'il ne sera pas candidat si vous êtes candidat? Mais je pense que je ne parle pas de candidature. Je ne parle de candidature avec personne. Je parle de l'État. Et ce que je demande à Emmanuel Macron, comme à tous les membres du gouvernement, c'est de se mettre que dans cette perspective de servir le pays. C'est ce qui nous est demandé. Et donc, il n'y a pas de troc ou il n'y a pas d'arrangement. Chacun sait que je suis président. Il ne doit pas le faire, à votre avis? Chacun sait que je suis président, que je serai président jusqu'au bout, pleinement président, que j'aurai à prendre une décision en décembre. Et chacun doit se préparer à ce que cette décision puisse être celle qui corresponde le mieux à l'intérêt du pays. Président, du temps de Jeanne d'Arc, l'ami d'Emmanuel Macron, il y avait un proverbe que j'ai retrouvé qui mettait les audacieux à leur place et qui disait « Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra ». Est-ce que vous n'êtes pas trop indulgent avec certains même de vos collaborateurs?
Je ne sais Comme pas lui. à qui vous pensez. Moi, j'ai un principe dans la vie qui me paraît être le bon. Je regarde tous ceux qui peuvent être utiles au pays et qui partagent, bien sûr, mes convictions. Je sais ce qu'est l'exercice du pouvoir. Il est exigeant. Et donc, je fais confiance. J'ai fait confiance à Jean-Marc Ayrault quand je l'ai choisi comme Premier ministre, et je fais confiance à Manuel Valls. Et Manuel Valls, depuis qu'il est Premier ministre, a chaque fois montré de la loyauté et du sens des responsabilités. Alors, il en va de tous les ministres. Je fais confiance. Je fais confiance à mes collaborateurs. Parfois, on est déçus. Mais ce n'est pas le sujet. Si on commence à être dans la suspicion, dans le regard jaloux ou dans la méfiance, donc on ne peut pas gouverner un pays. Moi, vous... je suis... Après, lorsque des manquements ont lieu, vous vous rappelez d'ailleurs, tout à l'heure, ils ont été rappelés, lorsqu'il y a des phrases qui dépassent quelquefois les pensées, eh bien, le gouvernement, à ce moment-là, trouve sa cohérence. Vous avez répété à plusieurs reprises que vous réformerez dans la durée jusqu'au bout. Combien faudra-t-il de temps pour aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que c'est le bout du bout pour François Hollande? J'ai été élu pour 5 ans, je vous le rappelle. Ça s'arrête là? Écoutez, là, il y aura d'autres. Après, les Français décident. Ce sont les Français qui décident. Pour moi, je n'ai reçu un mandat, je vous le dis, Jean-Pierre Gage, si vous n'étiez pas informé, normalement, juridiquement, ça s'arrête le D'accord, mais après, mai, vous prenez des vacances Non, quand on vous a écouté ce matin depuis tout à l'heure à 7h30, on ne le pense pas. Mais les vacances, c'est interdit. Vous savez bien, pour le président de la République, c'est interdit. Depuis 7h30, vous expliquez que ça va mieux. C'est ma dernière remarque. La courbe du chômage s'inverse. Les résultats sont bons, etc. Pour un deuxième mandat, comment vous trouverez du souffle, des idées ou un projet et peut-être de l'espoir pour les Français, si c'est le cas? Je constate que votre dernière question est tout à fait sans rapport avec la première. La première, tout était bloqué. La seconde, vous m'annoncez un avenir radieux. Donc, ce que je peux vous dire... Ah non, mais c'est parce que je vous ai écouté. Voilà, donc j'espère en avoir convaincu beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir, mais ça vaut pour n'importe quel candidat, qu'il soit au pouvoir ou qu'il soit dans l'opposition, il ne peut pas y avoir de candidature vers les Français s'il n'y a pas un espoir. Il ne s'agit pas simplement de revendiquer un bilan, vaut mieux que le bilan soit bon, mais s'il n'y a pas une vision et une capacité à donner une espérance... Vous en avez la force encore? Vous en avez la force? Je vous répondrai au mois de décembre. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Monsieur le Président, peut-être un clin d'œil pour finir après une heure très sérieuse. Il y a quelques jours, des étudiants en première année de droit constitutionnel d'une université en Charente ont eu un curieux sujet de partiel. À quoi sert François Hollande, ce qui a provoqué un fou rire dans l'amphithéâtre? Est-ce que vous auriez peut-être un tuyau pour eux, pour les aider à répondre à cette question? Oui, moi j'ai trouvé que c'était une question qui n'était pas saugrenue. À quoi sert le président de la République? Est-ce qu'il est possible encore de changer le destin d'un pays? C'est ça la question, au-delà de celui qui est aux responsabilités. Est-ce que la politique a encore du pouvoir? Est-ce qu'elle peut être puissante? Alors, à quoi sert François Hollande? Ils auront donc répondu, nous l'avons écouté à Europe numéro 1. Merci Monsieur le Président d'être venu sur Europe 1 ce matin et très bonne journée. Merci à vous. Filer en Normandie maintenant à Grand-Quevilly. Merci. Merci.